Butler, Halimi et l'éthique. Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 28 mars 2024. Remarque préalable à l'intention des auditeurs. Ce billet de Frédéric Lordon rebondissant sur une controverse récente, et afin que les différents points de vue mis en jeu dans cette controverse puissent s'exprimer, vous trouverez après la note de blog des extraits audio et enregistrements des déclarations de Judith Butler et Harry Halimi qui sont ici en discussion. Début de la note de blog de Frédéric Lordon. L'intervention il y a un mois de Judith Butler n'en finit donc pas de produire du remous. Judith Butler a dit résistance, et pu mesurer ce qui s'en est suivi. Harry Halimi lui rétorque éthique de la résistance. On a compris le fond de l'affaire. Il va s'agir de juger, donc de condamner. C'est à ça que servait terrorisme, à produire de la condamnation, dont l'unique fonction est que rien ne puisse être ajouté derrière elle. Mais terrorisme, c'est du niveau de Macron, BHL ou Léa Salamé. Entre intellectuels, on passera donc par l'éthique et la philosophie morale. Car pour émettre de la condamnation bien fondée, il faut disposer d'une norme du juste et de l'injuste. Voilà à quoi Halimi ramène Butler. Disons que Judith Butler n'était pas entièrement à l'abri d'une objection de cette nature. Objectivement, une partie de sa propre philosophie l'appelle. C'est la possibilité de ce porte-à-faux qu'Harry Halimi a utilisé. La philosophie morale a toute sa dignité, et la réflexion éthique son domaine propre, ça va sans dire. Elle devient problématique quand elle sort de son ordre, comme dirait Pascal, qu'elle entend annexer, ou au moins détourner, la lecture d'un événement qui appartient en première instance à un autre registre, entre autres celui de la philosophie politique. Il n'est pas fortuit que le mot éthique ait proliféré ces dernières décennies, et nous savons parfaitement à quoi cette prolifération a servi, à une vaste entreprise de dépolitisation, dont le capitalisme néolibéral aura été le premier lieu, pour ne pas dire le premier bénéficiaire. Les entreprises sont éthiques, la finance est éthique, comme Total, Orpea a un comité d'éthique. Notre consommation devrait être éthique, notre tri des déchets aussi. Il ne s'agit pas de dire que la philosophie éthique est tout entière de cette eau de vaisselle, mais c'est qu'il y a un climat intellectuel général, et que, même à distance, la philosophie en enregistre les effets dans les problèmes qu'elle choisit de se poser. La pensée politique également, dont les lignes de réflexion immédiate s'en trouvent préorientées, sans qu'elle en ait toujours grande conscience. C'est pourquoi le plus souvent, quand nous entendons éthique, nous devrions dresser l'oreille. Il se pourrait qu'il y ait du problème absurdement posé dans l'air. À l'évidence, avec l'objection qu'Halimi fait à Butler, nous y sommes en plein. Ça n'est pas tant qu'éthique de la résistance sonne comme un moyen de gagner sur tous les tableaux. On a dit résistance, mais on ajoute qu'il faut que ça demeure raisonnable. C'est qu'à mettre aussitôt le mot éthique, toute lecture strictement positive, c'est-à-dire causale, de l'événement, se trouve distordue, en fait empêchée, par rabattement immédiat dans la logique du jugement. Or, il faut d'abord produire cette lecture positive, et la produire jusqu'au bout, au moins pour s'éviter le ridicule scolastique du jugement éthique suspendu dans les airs. Il se trouve que là où on nous répète ad nauseam que tout est complexe, cette lecture est non seulement accessible, mais tragiquement simple. Elle part de l'hypothèse que, parmi les combattants du Hamas le 7 octobre, il n'y en avait probablement pas un qui n'ait souffert antérieurement l'assassinat par Israël de ses êtres les plus chers, qui n'avait tenu dans ses bras le corps d'un enfant, d'un parent, d'un époux ou d'une épouse aimée, déchiqueté par les balles ou écrasé par les bombes. Que fait un individu qui est passé par là ? Il s'engage. Il s'engage dans une cause plus grande que lui, qui dépasse ses propres mobiles, mais qui s'alimente aussi dans ses mobiles. Il s'engage parce qu'avant de vouloir la libération nationale, il a voulu la vengeance. Or, la vengeance n'est pas juste, elle n'est pas éthique, elle est la vengeance. Et elle est sanguinaire. Celui qui veut la vengeance est possédé de rage meurtrière. En 75 ans,
Israël a produit de la rage vengeresse à l'échelle d'un pays entier. Mais l'on préfère ne pas penser à ce que les événements actuels sont en train d'y ajouter. On comprend assez bien qu'en mettant bout à bout tous ces destins brisés, devenus autant de destins vengeurs, il risque tôt ou tard de s'ensuivre des choses terribles, abominables possiblement. Et l'on voit au passage qu'il n'y a aucun besoin d'invoquer de l'éthique pour en être horrifié, ou bien une éthique minimale seulement, du simple respect de toute vie humaine. Car oui, les crimes du 7 octobre nous laissent horrifiés. On se souvient des derniers mots de Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Horreur, horreur. Et Conrad ne fait pas de l'éthique. Nous savions que, dans l'ordre des opérations intellectuelles, condamner est radicalement hétérogène à comprendre, auquel il fait obstacle la plupart du temps. Mais nous voyons que, à l'intérieur même des sentiments moraux, condamner se distingue d'être horrifié. On a besoin d'un équipement éthique somme toute modique, sans grand appareil normatif du juste et de l'injuste pour être horrifié. L'éthique n'est nullement indispensable à produire ce qu'elle se croit seule à même de produire, le sentiment d'être horrifié. Ce sentiment ne naît pas d'une réflexion préalable sur le juste et l'injuste. L'horreur n'est pas justifiée ou injustifiée, elle est l'horreur. La grammaire de la justification n'est pas seulement superflue ici, elle est une impasse intellectuelle. Halimi écrit à l'adresse de Butler que la contestation des termes de terrorisme et d'antisémitisme va dans le sens d'une justification politique et morale des actes du 7 octobre. Tout est faux dans cette phrase. Entendre tout est absurde, rien n'a de sens, tout est construit de travers, et surtout tout est parfaitement scandaleux. Finalement, terrorisme n'était pas réservé à BHL et Léa Salamé. Sans surprise, Halimi cite alors Sartre, qui a justifié le Septembre noir des Jeux olympiques de 1972. Il aurait dû citer Fanon, que Sartre pourtant a préfacé. Fanon, lui, ne justifie rien. Il ne fait pas de l'éthique, il fait de la physique décoloniale. Il dit « Voilà comment ça va se passer, et voilà pourquoi ». En d'autres termes, il est matérialiste. Être matérialiste, c'est analyser un paysage de forces, saisir comment elles se déterminent mutuellement, anticiper dans quel sens probable leur résultante pourra emmener, et si cette résultante ne nous plaît pas, réfléchir à l'intervention d'une force supplémentaire qui n'était pas dans le paysage de départ, mais qui pourrait en changer la dynamique d'ensemble. Voilà ce qu'est être matérialiste. Le drame de la pensée éthique, c'est qu'elle est indécrotablement idéaliste et individualiste. Alors elle va en appeler à des principes, imaginant qu'ils ont quelque force propre, et puis à l'effort des individus, à leur effort éthique, à leur discernement en matière de juste et d'injuste. Si quelqu'un se sent d'aller donner des recommandations éthiques à Gaza en ce moment, qu'il n'hésite pas à se faire connaître, on le regarde. À défaut de faire le voyage, et comme inévitablement l'éthique, une fois lâchée, prolifère, Halimi en appelle maintenant à celle de l'intellectuel. Bien sûr, pour sommer l'intellectuel de ne plus dire résistance, sans la soumettre à une éthique de la résistance. On pourrait aussi considérer que si par extraordinaire de l'éthique pouvait trouver sa place dans la situation présente, elle devrait davantage être laissée à ceux qui y souffrent et s'y battent qu'à ceux qui regardent à distance. Mais tout ceci respire tellement l'humanisme bourgeois. C'est un pli et lui aussi est indécrottable. Halimi reprend de Butler l'idée que les moyens que nous utilisons reflètent le monde que nous voulons créer, mais pour l'affliger là encore d'un recodage éthique dont elle n'a en fait aucun besoin. On peut s'en donner une compréhension entièrement stratégique et politique. Sous les attendus d'une guerre de libération contre un oppresseur colonial, il y a les forces actives de la vengeance. Ce n'est pas l'invocation de principes éthiques qui pourra les modérer. La vengeance, c'est la réciprocité négative chimiquement pure, et contre la dynamique de la vengeance, il n'y a qu'un moyen et un seul, l'interposition d'un tiers, une institution capable, elle, de produire de la condamnation, mais juridique, et de la réparation. Voilà non pas le principe éthique, mais la force à faire intervenir dans la situation. Or,
Qui a vu un tiers en Palestine? Qui a vu de la réparation? Typique de toutes les situations coloniales, les arriérés de réparation s'accumulent en longues périodes, de 75 ans en l'occurrence, promettant à l'explosion d'être plus violente à mesure que le temps passe. Et il faudrait que les Palestiniens se dotent d'une éthique de la résistance quand ils se soulèvent. Mais dans quel monde vivent les gens qui peuvent dire des choses pareilles? Le tiers est aux abonnés absents, et les puissances qui pourraient en tenir lieu ont pris outrageusement parti pour l'oppresseur. Peut-on s'étonner qu'après 75 ans les choses tournent mal, parfois même qu'elles tournent abominables? On n'en finit peut-être pas aussi vite. On dira par exemple que vouloir à tout prix sortir l'éthique de l'analyse finit par faire oublier ce dont elle est capable, à l'image de cet homme cruellement endeuillé lors des attentats de 2015 à Paris, qui a trouvé on ne sait comment la force d'écrire « Ils n'auront pas ma haine », mais que c'est bien là un mouvement éthique, un admirable mouvement de l'âme même. Et c'est vrai, ça l'est, mais voilà, on ne bâtit pas de la politique sur l'hypothèse de miracle individuel. Au reste, d'événements de cette nature, c'est le corps politique transcendant aux individus qui se charge avec des moyens normalement orthogonaux à la haine et à la miséricorde. Les moyens de la justice. Non pas de la justice éthique, mais de la justice judiciaire. Cette forme d'interposition qui fait tant défaut à Gaza. On dira aussi que tout ce propos est incohérent, puisqu'à la fin des fins, il prend parti, donc ne tient pas son registre de positivité jusqu'au bout. C'est vrai, il prend parti, mais selon aucun argument de justification. On prend parti en regardant laquelle des deux colonnes de tort souffert est la plus grande. On regarde, et la décision est vite faite. Finalement, c'est simple, simple et laid comme une situation coloniale. Il y a un oppresseur, et il y a un opprimé. D'aucuns soutiennent qu'à propos du 7 octobre, toute réflexion devrait partir de terrorisme. Non, elle devrait partir de là. Premier document annexe. Déclaration initiale de Judith Butler, le 3 mars 2024, au micro de Parole d'honneur. Je crois que nous pouvons avoir différents points de vue au sujet du Hamas en tant que parti politique. Nous pouvons avoir différents points de vue au sujet de la résistance armée. Mais je crois qu'il est plus honnête et plus correct sur le plan historique de dire que le soulèvement du 7 octobre était un acte de résistance armée. Ce n'était pas une attaque terroriste et ce n'était pas une attaque antisémite. C'était une attaque contre les Israéliens. Et vous savez, je n'ai pas aimé cette attaque. J'en ai fait état publiquement. J'ai eu des problèmes pour avoir dit que j'avais trouvé cela angoissant. C'était angoissant, c'était affreux. Toutefois, j'aurais été bien légère si j'avais alors décidé que la seule violence en présence était dirigée à l'encontre du peuple israélien. La violence à l'encontre des Palestiniens dure depuis des décennies. C'était un soulèvement qui a jailli d'une situation d'assujettissement et à l'encontre d'un appareil d'État violent. Soyons clairs, vous pouvez être en faveur ou non de la résistance armée, en faveur ou non du Hamas, mais au moins mettons-nous au clair sur le terme de résistance armée. Et après nous pourrons débattre de si nous pensons que cela est juste, s'ils ont eu raison, si d'autres stratégies auraient été possibles. Mais le problème est que, si vous appelez cela résistance armée, on croit immédiatement que vous êtes en faveur de la résistance armée, et en faveur de cette résistance armée, de cette tactique. Mais en fait non, peut-être pas cette tactique. Et nous pouvons discuter de la résistance armée, c'est un débat ouvert. Mais je crois que c'est correct sur le plan descriptif. Si nous décidons que c'était uniquement ou principalement antisémite, à nouveau, nous effaçons la structure politique violente dont émerge ce soulèvement. Je vais avoir des soucis pour avoir dit ça. Mais vous me défendrez quand je serai attaqué demain.
Deuxième document annexe. Après Pantin. Billet publié par Judith Butler dans les blogs de Mediapart le 11 mars 2024 pour revenir sur ses propos. Afin de clarifier les propos que j'ai tenus à Pantin le dimanche 3 mars, je souhaiterais faire la déclaration suivante. Comme je l'ai indiqué dans mon article du 10 octobre dans la London Review of Books, The Compass of Mourning, repris ensuite dans AOC, Analyse d'opinion critique, Condamner la violence, le 13 octobre, j'ai été profondément angoissé face au massacre de citoyens israéliens juifs du 7 octobre, et j'ai condamné le Hamas pour avoir commis ces atrocités. Je ressens toujours la même chose en tant que juive et en tant que personne. Il est également vrai que le deuil et la condamnation ne commencent ni ne s'arrêtent là. Les décennies de violence qui ont conduit à cet événement, en particulier celles perpétrées par les forces d'occupation, sont antérieures au 7 octobre, de sorte que l'histoire que nous devrions raconter devrait commencer plusieurs décennies plus tôt. Depuis cette première déclaration, les attaques israéliennes à Gaza ont fait près de 30 000 morts, et ces morts me poussent à pleurer et à condamner à nouveau. Je me retrouve donc dans la situation difficile, que je partage avec beaucoup d'autres personnes à travers le monde, de pleurer toutes les morts qui sont survenues au cours de cette guerre brutale. Dans mes remarques, j'ai suggéré que nous devions interpréter ces attaques, aussi horribles soient-elles, comme une tactique politique. Il est vrai que l'on peut clairement entendre de l'antisémitisme dans les enregistrements qui nous sont parvenus. On ne peut le nier. Cependant, la principale motivation du Hamas était de défier une puissance militaire coloniale pour montrer qu'ils étaient capables de faire une incursion sur le territoire israélien, de tuer et de détruire, de frapper Israël là où cela ferait mal. Le résultat fut une série d'atrocités. L'attaque du Hamas en octobre est venue de la fraction armée d'un parti politique qui administre Gaza, et je reste disposé à décrire cette attaque comme une forme de résistance armée à la colonisation et au siège et à la dépossession en cours. Cela ne revient pas à glorifier leurs atrocités, et cela ne signifie en aucun cas que je soutiens les actions du Hamas ou que je considère que leurs actions sont justifiées. Toutes les formes de résistance ne sont pas justifiées, et certaines, comme celle-ci, appellent véritablement une condamnation. Les violences sexuelles commises par le Hamas et documentées par le rapport de l'ONU sont graves et inexcusables. L'antisémitisme et le racisme anti-arabe doivent être combattus de la même manière. Pour moi, les meurtres d'habitants de Gaza commis par des Israéliens perpétrés sans honte ni retenue méritent tout autant d'être condamnés. Il est grand temps que la communauté internationale, en particulier les acteurs de la région, se réunissent pour trouver une solution juste et durable qui permette à tous les habitants de cette terre de vivre dans l'égalité, la liberté et la justice. Pour ce faire, nous devons trouver les moyens de comprendre les raisons de la violence sans avoir recours à des justifications rapides et douteuses, ou B, à des caricatures racistes pour s'y opposer. Mon engagement consiste à développer une manière d'imaginer l'égalité radicale des vies pleurables. C'est d'ailleurs le thème des conférences que je donne en ce printemps à l'École normale supérieure. L'une des raisons pour lesquelles j'affirme une philosophie de la non-violence est qu'elle me permet d'avoir un point de vue sur la guerre ou sur les conflits prolongés qui ne reviennent pas nécessairement à prendre position dans la guerre. Je réfléchis sur la guerre, et comme beaucoup d'autres qui ont réfléchi sur la guerre, je mets l'accent sur une position de réflexion critique qui se distingue des perspectives des parties engagées dans le conflit. Cela signifie également que j'essaie constamment de comprendre comment une paix véritable pourrait être mise en place et comment les acteurs militaires pourraient déposer les armes et échanger les uns avec les autres à la table des négociations. Si nous voulons demander aux gens de déposer les armes, et j'espère que telle est notre volonté, nous devons comprendre pourquoi ils les prennent. Conduire ce type d'enquête historique ne revient pas à justifier la violence qu'ils infligent. Expliquer n'est pas exonérer, comme j'ai essayé de l'expliquer dans Vie précaire. En effet, pour parvenir à un monde de cohabitation non violente, il sera nécessaire de comprendre l'histoire de la domination coloniale, ses structures et ses pratiques actuelles,
afin de mettre fin à cette domination. La cohabitation ne peut fonctionner sans établir au préalable des conditions d'égalité. Pour ma part, les idéaux d'égalité et de cohabitation ont guidé l'ensemble de mon travail, tout comme mon attachement à des modes d'action et de mobilisation politique non violents. En effet, les moyens que nous utilisons reflètent le monde que nous voulons créer, et c'est pourquoi la non-violence, même si elle est difficile à pratiquer, offre une perspective dont nous ne pouvons pas nous passer. C'est avec tristesse que je constate les efforts déployés pour déformer et caricaturer mes propos et mon travail. Cependant, je me réjouis des discussions en cours avec l'école normale et le personnel du centre Pompidou pour dissiper les malentendus qui ont pu émerger. Judith Butler, le 6 mars 2024. Troisième document annexe. L'éthique de l'intellectuel ou la résistance à son propre pouvoir. Article publié par Arieh Halimi dans AOC, Analyse d'opinion critique, le vendredi 22 mars 2024. Prendre position pour le peuple palestinien à l'heure où la réalité dépasse la compétence de la Cour internationale de justice et où il est désormais nécessaire de dénoncer un génocide en cours devrait être le positionnement moral et politique de toutes et tous. Mais ce qui est critiquable dans les prises de position récentes de Judith Butler, c'est qu'elle justifie l'abandon de catégories morales essentielles, celle de la protection de la vie des civils, celle de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, celle de l'égale protection des femmes contre la violence des hommes. Le 3 mars dernier, Judith Butler était invitée à une conférence organisée par plusieurs organisations décoloniales. Plusieurs phrases prononcées ont fait polémique. Une affirmation, deux négations, une conditionnalité. Selon elle, les massacres de civils israéliens commis par le Hamas le 7 octobre sont des actes de résistance. Ce ne sont pas des actes de terrorisme, ni même des actes à caractère antisémite. Enfin, les violences sexuelles alléguées par les autorités israéliennes sur les victimes seraient à déplorer sous réserve de la production de documents en attestant. Face à la vague d'indignation, Judith Butler a apporté des éclaircissements dans le cadre d'un texte publié dans le club de Mediapart, dans lequel elle rappelle sa condamnation des actes du Hamas et la nécessité d'expliquer les actes commis à l'aune de l'histoire de l'occupation et de la colonisation. À cette occasion, elle réaffirmera la qualification d'acte de résistance, tout en expliquant qu'elle n'emportait ni justification ni adhésion morale aux actes eux-mêmes. La publication d'un rapport de l'ONU confirmant le caractère plausible des actes de viol et d'agression sexuelle commis au cours du massacre et sur certains otages l'amenait à revenir sur la conditionnalité de la reconnaissance de ces viols à la production de documents. La plupart des tribunes d'intellectuels dénonçant les affirmations de Butler se sont focalisées sur l'analyse des termes résistance et sur la conditionnalité de la reconnaissance des violences sexuelles. Il semble tout aussi nécessaire d'analyser la négation des qualifications de terrorisme et du caractère antisémite. Il est toujours plus aisé de contester la qualification juridico-politique d'un mode d'action violent, surtout lorsque cette qualification, celle de terrorisme, est sujette à de nombreuses critiques. D'abord parce qu'elle est l'une des failles béantes du droit par laquelle le pouvoir politique prend possession de l'institution judiciaire pour disqualifier ou réprimer un éventail très large de la contestation politique. À titre d'exemple, en France, la qualification terroriste s'applique au fondamentalisme violent et meurtrier, aussi bien qu'aux actes d'une partie de la contestation écologiste ou anarchiste qui s'imagine des lendemains qui chantent. Historiquement, cette qualification a favorisé la répression par le pouvoir tant dans le cadre d'une situation d'occupation militaire et ou coloniale que dans celle d'une répression intérieure de plus basse intensité. On songe évidemment à la qualification de terrorisme appliquée aux résistants français de la Seconde Guerre mondiale par le pouvoir de Vichy et par l'occupant, à celle des groupes armés sionistes comme l'Irgun, à la branche armée de l'IRA en Irlande,
de l'ETA au Pays Basque, aux militants communistes et du FLN pendant la guerre d'indépendance algérienne, et au MKS, branche armée de l'ANC en Afrique du Sud. Pourtant, la plupart de ces groupes armés, quel que soit leur mode d'action, se retrouveront par la suite en situation de pouvoir, et pour certains useront de la même qualification de terrorisme à l'égard d'autres groupes contestant leur situation de pouvoir. Est critiquable l'acception terrorisme l'est plus précisément parce que les qualifications pénales nationales ou internationales sont volontairement larges et imprécises afin d'appréhender le plus largement possible la contestation politique. Et ce, alors même que le principe constitutionnel de l'égalité des peines, issu de la philosophie de Beccaria, des Lumières et de la Révolution française, impose des qualifications strictes afin notamment d'éviter l'arbitraire politico-judiciaire. La guerre se poursuit ainsi en temps de paix, notamment par le moyen de l'action terroriste et de la lutte antiterroriste. L'énonciation des mots terrorisme et antiterrorisme, républicain, démocratique, autoritaire, dictature, etc., s'inscrit dans un champ de guerre sémantique entre des lieux ou groupes sociaux qui tentent de s'en octroyer la titularité pour affirmer la légitimité de leurs actions, à la fois terme de légitimation et mots définissant un rapport de force. Est critiquable, enfin, parce que le concept de terrorisme est un outil géopolitique contemporain dans lequel s'opposent des États ou des groupes d'États par l'établissement de listes d'organisations dont les critères et le choix varient en fonction des intérêts idéologiques et des alliances militaires. Le mot terrorisme résiste pourtant aux critiques juridiques, politiques et géopolitiques parce qu'il a acquis un sens commun, celui qui désigne l'acte de violence commis contre des populations civiles en vue d'instaurer la terreur. Ce signifiant a passé tous les tamis de l'histoire, des guerres sémantiques, des grilles de lecture politiques et sociales, celle marxiste de la lutte des classes, de la lutte anti-impérialiste et décoloniale, la lecture raciale ou le succédané de toutes ces lectures, celle qui oppose les dominés aux dominants. Dans ce sens commun, il désigne un mode d'action violent, moralement réprouvé parce qu'il vise spécifiquement des civils. Or, les actes commis le 7 octobre par le Hamas sont des meurtres de masse de civils inscrits dans une double intention. Celle de la lutte décoloniale du peuple palestinien, dont le groupe Hamas est issu, mais également celle du fondamentalisme qui constitue sa matrice idéologique. Face à ces actes, quelles sont les attitudes envisageables pour l'intellectuel dans le débat public? La première consisterait à utiliser le mot terrorisme pour appuyer sur l'effet de terreur d'un acte, sur le ressort de superlatifs émotionnels, ou encore pour en disqualifier la légitimité ou la légalité. La seconde serait de s'abstenir de l'utiliser, soit parce qu'elle relève de la seule appréciation judiciaire future, soit parce que son usage ne vise qu'à disqualifier l'acte de contestation politique sous-jacent à la violence. Enfin, la troisième posture conduirait à contester la qualification terroriste. C'est l'option choisie par Judith Butler. Elle ne s'est pas contentée de s'abstenir de l'utiliser. Elle a expressément contesté le caractère terroriste des actes du Hamas. Ce choix implique un positionnement qui réside dans l'espace entre le doute de l'abstention et l'expression de la négation. C'est dans cet espace que se loge le sens de sa pensée. Un espace qui dissout la réprobation morale attachée au sens commun du mot terrorisme en ce qu'il qualifie les meurtres politiques visant des civils. Il ne s'agit plus d'expliquer ou de contextualiser, ainsi qu'elle le prétendait dans son texte publié dans AOC quelques jours après le 7 octobre, mais de se positionner contre la réprobation morale. La fin justifiant les moyens du meurtre de masse réside dans l'histoire de l'occupation et de la colonisation. À l'instar de Jean-Paul Sartre qui, le 15 octobre 1972, dans le journal maoïste La cause du peuple, avait justifié les actes terroristes du groupe palestinien Septembre Noir en affirmant que les opprimés n'avaient pas d'autre choix. Si l'affirmation n'est pas aussi explicite, le procédé rhétorique conduit à la même conclusion. Dans un même mouvement,
Judith Butler conteste le caractère antisémite des actes du Hamas. Il consiste à écarter d'abord la matrice idéologique islamiste et antisémite revendiquée par le Hamas dans sa charte, au seul profit de la motivation décoloniale des actes commis le 7 octobre. Puis à écarter d'un revers de la main les vidéos qui font apparaître les expressions de haine du juif et pas seulement de l'israélien occupant. Là encore, la situation de colonisation justifie d'effacer toute autre connotation. En outre, la philosophe émet des doutes sur la réalité des violences sexuelles commises dans l'opération par les membres du Hamas sur des femmes israéliennes. S'agissant d'une éminente penseuse du féminisme et de la théorie du genre, ce questionnement ne pouvait pas passer inaperçu à une époque où le paradigme de l'action féministe repose sur une présomption de vérité pour la parole des femmes victimes de violences. Rien de plus normal pourtant qu'une philosophe s'interroge, soupèse dans un moment où la propagande militaire bat son plein, en particulier après que de nombreuses fausses informations furent diffusées s'agissant du déroulement du 7 octobre. Plus encore dans un moment où les belligérants des conflits militaires internationaux ont parfaitement intégré et quelquefois instrumentalisé les lectures militantes dans leur communication. Mais le doute qu'elle affirme contraste sensiblement avec son affirmation selon laquelle les femmes tuées dans le cadre des bombardements israéliens constitueraient des féminicides, et, de manière asymétrique, de son absence d'emploi du mot féminicide s'agissant des femmes israéliennes tuées lors du 7 octobre. Et ce, alors même qu'un rapport de l'ONU est venu confirmer, certes après sa conférence, le caractère plausible des violences sexuelles commises lors du massacre du 7 octobre. Elle est par ailleurs revenue sur ses propos à l'issue de la publication de ce rapport, lui apportant les documents qu'elle sollicitait. Là aussi, cette différence de traitement est liée à un positionnement selon lequel certains concepts, comme celui de féminicide, ne sauraient bénéficier qu'aux femmes en situation de domination, et non à celles du peuple colonisateur. Prendre position pour le peuple palestinien, occupé, colonisé, bombardé, subissant une situation qualifiée par la Cour internationale de justice de risque plausible de génocide, devrait être le positionnement moral et politique de toutes et tous. Plus encore à l'heure où la réalité dépasse la compétence de la Cour internationale de justice et où il est désormais nécessaire de dénoncer un génocide en cours. Ce qui est critiquable dans le positionnement de Judith Butler, c'est qu'il justifie l'abandon de catégories morales essentielles, celle de la protection de la vie des civils, celle de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, celle de l'égale protection des femmes contre la violence des hommes. La situation d'occupation d'un peuple sur l'autre est cette justification de l'abandon de ces catégories morales pour les femmes israéliennes tuées. Ce qui nous conduit au mot résistance, qui est celui qui a suscité le plus de réactions. Celles-ci viennent probablement du fait que la connotation première de ce mot qui advient à la pensée d'un public français est celle de la résistance contre le pouvoir de Vichy et contre l'occupant nazi. Connotation indéniablement auto-centrée et historiquement très située, mais connotation à intégrer pour comprendre la polémique. Dans l'esprit des auditeurs, l'usage du terme met sur le même plan sémantique les actes de résistance à l'occupation nazie et ceux du Hamas. Résistance est un terme polysémique. Il occupe une place et une fonction singulière. Il est l'un de ces mots dont on se dispute le titre, mais il est aussi le mot qui définit l'interaction entre deux groupes sociaux qui s'opposent. À la fois terme de légitimation d'un groupe humain et expression désignant une réaction au pouvoir. Selon Judith Butler, les massacres du Hamas sont des actes de résistance. Dans l'article qu'elle publiera dans le club de Mediapart pour expliciter sa pensée, elle en assume l'usage. Selon la philosophe, cet usage du mot résistance n'est pas une justification morale des actes du Hamas, mais constitue une catégorie politique et historique permettant de les qualifier ainsi. Elle précisera qu'il existe des actes de résistance qui seraient condamnables, ce qui la conduira à condamner ceux du Hamas. Elle n'indiquera cependant à aucun moment, ni au cours de la conférence, ni dans son texte d'explication publié dans le club de Mediapart,
la définition précise qu'elle en donne et qu'on aurait pu attendre d'elle au regard de son caractère polysémique. Et pourtant, de déplorer que sa pensée ait été incomprise ou détournée. Le terme résistance tel que Judith Butler semble l'employer se rapproche d'une acception relevant du champ des sciences, telle une loi de la nature, une résistance physique neutre, mécanique, assimilable à une résistance musculaire et instinctive de l'opprimé. Un peu à la manière foucaldienne de l'intellectuel spécifique qui a pour fonction de saper les savoirs totalisants et les évidences. Ce faisant, elle assimile le rôle de l'intellectuel à celui du Hamas. Seulement là où l'intellectuel transgresse, le Hamas tue des femmes, des hommes et des civils. Là où le corps réagit par réflexe à une pression exercée contre lui, les massacres du Hamas ont été pensés et organisés de longue date, tant dans leur modus operandi que dans leurs objectifs. À moins de penser l'acte de résistance comme une mécanique historique irrémédiable, comme la philosophe semble le faire. Elle instille ainsi, même si elle s'en défend, une justification historique et politique, impliquant un positionnement amoral s'agissant de meurtres de masse. Or, si l'action terroriste interroge la question des moyens et des fins justes et injustes, celle de l'acte de résistance injustifié implique une nouvelle catégorie de pensée, celle des moyens et des fins dans lesquels la cause ne relève plus du juste ou de l'injuste, mais de l'histoire et de la situation de colonisation. Ce n'est plus la fin, celle de l'objectif de décolonisation, qui justifie les moyens utilisés. La fin se résume à une situation de fait dont le caractère juste ou injuste n'est plus interrogé, dès lors que le moyen est mécanique, auto-justifié et sans fin. Or, dans cette logique précise, la rationalité se confond avec la justification de l'acte, celle des moyens sans fin. Ce positionnement de Judith Butler ne peut qu'interroger l'éthique, celle de la résistance et celle de l'intellectuel engagé. L'éthique de la résistance est une expression qui peut paraître surannée après 75 ans d'exil, de massacres, d'occupation et de colonisation subis par le peuple palestinien. C'est pourtant la question que presque tous les mouvements de libération se sont posés dans leur lutte pour l'autodétermination. Et d'abord, celui souvent montré en exemple de la résistance à l'apartheid en Afrique du Sud. La stratégie retenue par l'ANC fut pendant très longtemps celle de la non-violence, jusqu'à ce que Nelson Mandela et son organisation prennent conscience que la non-violence était vaine et prennent l'option de la lutte armée. Seulement, l'option de la lutte armée implique également celui des modalités et des cibles de la violence. Ce fut celle des infrastructures militaires et étatiques qui fut choisie par le MKS, non celle des violences visant spécifiquement les civils sud-africains. Ce fut également celle des résistants français pendant l'occupation allemande, dont les objectifs étaient principalement militaires. En qualifiant les actes du 7 octobre d'actes de résistance, Judith Butler ne se contente pas d'affirmer la nécessité et la légitimité de la résistance à l'occupant, mais également celle des modalités de cette résistance, c'est-à-dire le meurtre de civils. Il faut rapprocher la rhétorique de Butler de celle d'une autre intellectuelle médiatique, française, Caroline Fourest, qui, à l'apex du bombardement sur Gaza le 30 octobre 2023, affirmait qu'on ne pouvait pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément, comme le Hamas, et le fait de les tuer involontairement, du fait de bombardements indistincts. Cette affirmation procède des mêmes rhétoriques et rationalités que celle de Butler. La logique militaire justifie les massacres de civils. Là encore, il n'est plus question de fin juste ou injuste, mais d'une affirmation d'un massacre qui s'auto-justifie. C'est la même logique invoquée par l'État d'Israël pour justifier le massacre commis à Gaza et la poursuite de la violence sans fin par la nécessité fantasmatique d'éradiquer le Hamas. Une logique qui se nourrit d'elle-même. Le choix de la justification meurtrière est celui de la poursuite perpétuelle de la violence, conçue comme un fait historique et un cycle inévitable des rapports politiques.
Une logique qui fait fi de la variabilité temporelle et situationnelle de la situation de domination. Ainsi, de l'homme du Hamas qui pose le canon de son arme pour tirer dans la tête d'une femme israélienne à genoux. À cet instant, l'homme du Hamas se retrouve en position de dominant par rapport à la femme israélienne devenue dominée. C'est aussi cette logique qui, après que la lutte décoloniale est aboutie, instaure un nouveau pouvoir oppresseur et un usage de la violence sur sa propre population, comme c'est le cas dans plusieurs pays décolonisés. La logique des fins et des moyens a tendance à pérenniser la violence dans l'expression du pouvoir de l'ancien colonisé. L'éthique de la résistance, dont une réflexion future s'impose, est celle des moyens permettant la fin de la violence, non celle de la logique des moyens et des fins justes, et encore moins celle de la logique des moyens sans fin. À la fin de ce texte d'éclaircissement, après Pantin, Judith Butler semble pourtant aller dans le sens de cette éthique de la résistance. Elle écrit ainsi que les moyens que nous utilisons reflètent le monde que nous voulons créer. La conséquence de cette affirmation pourrait sembler évidente. Si le Hamas a recours au massacre de masse, il créera un monde où le massacre de masse sera légitime. Elle expliquera également que sa théorie de la non-violence n'est pas antinomique avec cette posture, que la non-violence est un horizon à atteindre et non une dénonciation de la violence dans une situation décoloniale. Elle affirme ainsi que l'acte de résistance, en tant que violence visant spécifiquement des civils, peut être nécessaire dans le cadre d'une lutte décoloniale, quand bien même serait-il moralement répréhensible. Comment comprendre les contradictions qui subsistent dans ces propos ? Entre la contestation des termes de terrorisme et d'antisémitisme qui vont dans le sens d'une justification politique et morale des actes du 7 octobre et sa réaffirmation de condamnation de ces actes. Comment comprendre la justification intellectuelle de l'emploi du mot résistance quand elle affirme la nécessité de la non-violence ? Cette réponse peut trouver une première explication dans le contexte de cette conférence. Judith Butler avait précédemment rappelé qu'elle avait été particulièrement échaudée par l'annulation de la précédente conférence à laquelle elle devait participer au cirque électrique à la suite de l'intervention de la mairie de Paris. Son agacement transparaît dans sa conférence. Et pour cause. Empêcher le débat et l'expression est toujours de nature à radicaliser les esprits et les pensées. Peut-être est-ce ainsi dans cette annulation que la polémique a pris naissance. L'intention donnée aux mots se révèle aussi dans le mouvement des corps, des inflexions du visage et des bouches qui les énoncent. Avant même de les prononcer, la philosophe affirme, et donc sait, que ces mots lui vaudront une réprobation d'une partie de l'opinion publique, politique et intellectuelle. Elle annonce et anticipe cette réprobation dans une réponse qui paraît théâtralisée. Son sourire, son adresse au public, auquel elle demande soutien et défense future, semble révéler son intention. La philosophe engagée connaît son public. Elle sait que ce sont ces mots-là qui sont attendus par le public politiquement situé de la conférence, qu'elle leur offre ces mots, armes dans la guerre discursive qui se mène en France et dans le monde. Être une ou un intellectuel engagé implique souvent de donner des gages à son auditoire, là où le courage et l'éthique de l'intellectuel devraient consister à ne pas céder à l'assujettissement identitaire et militant, à faire résonner nos différentes identités pour se tenir et se retenir. L'éthique de l'intellectuel est ce mouvement du corps et de la pensée qui impose d'entrer en résistance contre son propre pouvoir et de résister aux pesanteurs du présent.